Salut et bienvenue dans le micro francophone, le podcast où l'on donne la parole à tous les passionnés de la langue française et de ses cultures. Aujourd'hui, on fait l'enregistrement des fils psychoriques car on va parler d'un sujet différent. On connaît les volcans du Costa Rica, ils font partie du quotidien, on les voit, on en parle, on vit avec eux, mais que c'est pas si vraiment à l'intérieur. Pour répondre à ces questions, le volcanologue Geoffroy Havard, avec son savoir et son expérience sur les terrains, va nous aider à mieux comprendre ces géants des feux. Bienvenue Geoffroy. Bonjour. Alors, commençons par le mot du jour, un volcan. Pourquoi est-ce qu'on dit que certains volcans sont actifs et d'autres s'éteignent ou s'endorment? Alors, comme on sait, au Costa Rica, on a les volcans qui sont produits par une plaque océanique qui passe sous le continent. C'est ce qu'on appelle la subduction. Et ce phénomène apporte des fluides à profondeur qui permettent au magma de fondre, en fait, à la roche de fondre pour former du magma. Et par conséquent, on pourrait se dire que tout le long de la ligne de subduction, on devrait avoir des volcans qui se forment. Et puis, comme c'était à peu près à vitesse constante, on devrait avoir un apport constant de magma. Sauf que ça a lieu à peu près à 80-100 km de profondeur et que par conséquent, ce magma, quand cette roche fondue, doit remonter jusqu'à la surface. Et remonter jusqu'à la surface, ça se fait à travers un continent, entre autres, un manteau supérieur, puis un continent. Et par conséquent, c'est pas si facile que ça de trouver un chemin jusqu'à la surface. Et par conséquent, il va falloir qu'il trouve un par ici, par là pour passer. Donc globalement, euh, ce qu'il faut penser, c'est que sous un volcan, il y a tout un système de tuyauterie qui permet au magma d'arriver jusqu'à la surface. Et cette tuyauterie va être différente d'un volcan à un autre, parce qu'il a trouvé un chemin facile ou parce qu'il a trouvé un chemin plus difficile pour y arriver. C'est ce qui fait que on a des fois le magma qui, alors qu'il est produit de manière constante, va avoir tendance à s'accumuler ici, s'accumuler là, et avoir donc des moments de repos, des pauses longues, des pauses courtes, selon la tuyauterie. Et par conséquent, le volcanologue, ce qu'il essaie de comprendre, c'est comment est cette tuyauterie sur chacun des volcans. Et c'est cette tuyauterie-là qui fait qu'on a des volcans qui sont donc très explosifs, d'autres qui sont plus chauds, d'autres qui sont, etc., etc., et qu'on a beaucoup de diversité. Donc c'est vraiment la tuyauterie qui va définir les volcans qui sont actifs, ceux qui le sont moins, celui qui est en activité aujourd'hui, celui qui va être d'une durée courte d'activité, etc., etc. Bon, c'est pas comme on pense d'habitude que c'est qu'il y a des volcans qui meurent. C'est qu'ils restent là, mais c'est à cause de la tuyauterie ils vont se détendre un peu et puis ils vont se réactiver. Alors il existe quand même des volcans qui peuvent mourir. Si jamais ils se déplacent et ne se retrouvent plus au-dessus de la source de formation du magma. Par exemple, on peut penser à l'île de Coco, qui s'est formée quand elle était aux Galapagos. Et puis depuis, l'île s'est déplacée, les Galapagos sont restés au point où ils sont aujourd'hui. Et donc l'île d'aujourd'hui n'est plus alimentée parce qu'elle n'est plus au-dessus de sa source de formation de magma. Donc il n'y a plus d'alimentation par en dessous. Donc il y a des volcans comme ça qui, quand on déplace un peu le continent ou qu'on déplace l'île, qu'on déplace la plaque, peuvent se retrouver loin de la zone de formation du magma et par conséquent vont cesser d'être alimentés. OK, merci. Je pense que c'est très clair et qu'est-ce que vous a amené à étudier justement la volcanologie? Quelle a été votre passion? Comment ça est devenu votre passion, disons? Donc moi je suis français et je suis originaire de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, c'est une zone centrale en France, c'est au centre du pays. C'est une zone montagneuse où il y a des volcans. Et il y a des volcans qui sont aujourd'hui inactifs, qui sont dormants. La dernière éruption date d'il y a 5500 ans à peu près. Donc pour un costaricien, ça fait long. Pour un Français, c'est relativement court. Donc voilà, j'ai grandi dans ces volcans-là, sur ces volcans, et j'avais l'habitude de courir dans les cratères quand j'étais gamin. Donc un jour, quand j'avais 6 ans, notre enseignant à l'école nous a présenté ce que c'était que ces volcans, nous expliquait que en fait, ces cratères, c'était pas des montagnes normales, c'était des volcans. Il nous a montré des images, il nous a fait expliquer, on est sortis, on a vu des volcanologues qui nous ont montré, qui nous ont expliqué, et ça m'a fasciné. Et par conséquent, depuis l'âge de 6 ans, j'ai décidé d'être volcanologue et je n'ai jamais changé d'idée. Oh, c'est vraiment passionnant et savoir que vous étiez si petit et même ça est devenu votre passion de vie donc est-ce que vous vous rappelez quand, vous êtes, allés, la première fois voir un volcan? Donc, des volcans, comme je l'ai mentionné, il y en a plusieurs sortes. Je suis né sur des volcans dormants, donc j'avais l'habitude depuis tout petit de voir des volcans et des cratères. Des cratères, pour moi, c'est la normalité d'une montagne. Mais ils n'étaient pas actifs. Voir un volcan actif, j'ai vu mon premier quand j'avais 11 ans,
et c'était comme visiter le Powas dans le brouillard. C'est-à-dire que, j'ai senti un petit peu, l'œuf pourri, j'ai senti un petit peu le soufre, mais j'ai rien vu du tout. J'ai entendu les gaz faire mais j'ai rien vu, OK? Et donc c'était une expérience extraordinaire parce que sentir et entendre, c'était déjà très, très bien, mais c'était pas encore un volcan en éruption. J'ai vu, mon premier volcan en éruption quand j'étais beaucoup plus vieux, j'avais une vingtaine d'années déjà, et c'était en Italie. C'était le Stromboli, et le Stromboli venait de passer une phase assez active, assez importante, et je suis arrivé juste après quand le volcan faisait plus grand chose, sauf qu'on avait encore toutes les interdictions et donc on n'avait pas le droit de s'approcher. Donc j'ai vu le volcan faire des petites explosions comme ça, j'ai vu des bombes voler dans la nuit, mais je les ai vues de loin et c'était pas particulièrement spectaculaire, et surtout le pire, c'est que j'étais avec tout un groupe, tous les gens étaient là, on était coincés à distance et j'ai donc pas pu l'entendre, et j'ai pas eu cette expérience. J'ai tout d'un coup vu un petit peu des loupiotes voler dans la nuit et j'ai pas vu, j'ai pas entendu, j'ai pas senti, j'ai pas, et ça m'a vraiment frustré parce que, bah, voilà, un volcan, c'est juste pour regarder des bombes voler dans l'air, c'est bien, mais la télévision, elle te le montre mieux. Donc si tu veux voir quelque chose de plus intéressant, il faut voir le volcan pour voir une expérience entière. L'expérience entière, c'est pouvoir l'entendre, c'est pouvoir le sentir. Mais c'est pas seulement le regarder sur la télé ou sur une photo. Quel est selon vous le mythe ou l'idée fausse la plus répandue au sujet des volcans? Et ben justement, je crois que c'est la partie visuelle qui influence sur les mauvaises, sur les fausses idées. On a l'habitude de montrer des volcans, et pour que les volcans soient intéressants à la télévision, ce qu'on veut voir, c'est de la lave. Et donc tout le monde se dit: «La lave, attention, c'est dangereux». Voilà, un volcan en activité, en éruption, c'est de la lave toujours. Donc quand je demande à mes étudiants, quand je demande aux groupes avec lesquels que je côtoie, je leur demande un peu quel est selon eux, le danger le plus important du volcan, ils vont répondre: la lave. Or la lave, eh bien, c'est souvent quelque chose qui est juste une roche fondue, qui avance de manière visqueuse, qui se déforme de manière lente. C'est très joli et puis ça avance très, très lentement. À moins d'être à Hawaï où la lave est beaucoup plus chaude et beaucoup plus fluide. Sinon, en règle générale, les coulées de lave, les dernières qu'on a eues au Costa Rica, c'était sur l'Arenal, et elles n'ont tué personne. On pouvait marcher à côté, on pouvait se promener à côté et ne représenter aucun danger. Par contre, ce qui a tué au Costa Rica, ce sont les coulées pyroclastiques, c'est-à-dire des avalanches de débris qui sont des pierres riches en gaz à haute température et qui vont très très vite. Ce sont également des grosses explosions qui, avec des cendres, les cendres affectent énormément et ont des impacts significatifs. Donc on a d'autres dangers qui sont beaucoup plus importants. En règle générale, c'est le gaz qui fait qu'on a des explosions et qu'on a donc des pierres qui volent. Donc le gaz lui-même, dans son expansion, est un danger très important. C'est le gaz qui a envoyé des pierres à grande distance au Powas en 2017, et cetera, et cetera. Aujourd'hui, si on va visiter le volcan Powas, il existe un risque, pour les visiteurs, un risque faible, mais un risque réel de recevoir une pierre ou simplement d'avoir une grosse concentration en gaz qui arrive et qui vient de sortir. Donc ça fait partie des expériences que je te recommande d'aller chercher, et en même temps qu'il faut être conscient que ça peut être dangereux, et par conséquent, à chacun d'évaluer si oui ou non il a envie de s'exposer. Mais donc ce n'est pas la lave qui est un danger en soi, c'est ces gaz et l'expansion des gaz, c'est-à-dire les explosions et les avalanches qui peuvent avoir lieu quand on est sur un volcan comme la Rénale, par exemple. Oui, donc c'est parce que dès qu'on est enfant, ils me disent: «Ah voilà, le volcan, c'est la lave qui est dangereux», mais les même les cendres, ce sont très très dangereux ou vont avoir des répercussions sur notre système respiratoire et donc ça, c'est plus dangereux. Et ça va beaucoup plus affecter de gens parce que ça peut être transporté sur des grandes distances, donc ça va avoir un pouvoir d'affectation plus important. La lave, comme j'ai dit, c'est en général de la roche fondue. Cette roche fondue, elle coule pas comme de l'eau, elle est plus visqueuse, elle est plus pâteuse, donc elle coule plus lentement, et par conséquent, on a le temps de s'en échapper, on a le temps et puis même si la lave sort, c'est parce que le conduit est ouvert, c'est-à-dire que les gaz arrivent à sortir, que tout arrive à sortir. Nous, dans les phases les plus importantes que l'on a eues au Costa Rica ces dernières décennies, c'était toujours le phénomène d'ouverture du conduit qui était important. Quand la lave sort, donc le conduit est ouvert. Mais le problème, c'est d'ouvrir le conduit pour que la lave puisse sortir. Tout ce qui a lieu pour ouvrir le conduit, ça va nous faire des explosions, ça nous va envoyer des panaches de cendres, des pierres à distance, ça va faire des explosions importantes. Ça, c'est dangereux. Quand la lave sort,
c'est que le conduit est ouvert et donc le gaz peut s'échapper de manière plus libre, plus facilement et donc de manière moins explosive et la lave va simplement dégouliner sur le volcan, auquel cas, quand elle sort, eh ben, c'est le moment d'aller faire des photos. Merci beaucoup Geoffroy pour, votre temps, aussi pour toutes vos explications. C'était vraiment intéressant d'approfondir dans ce sujet, n'est-ce pas? Parce qu'on est dans un pays qui a des volcans justement. Ils font partie de notre quotidien. Merci d'avoir écouté le micro francophone. Likez, abonnez-vous et laissez un commentaire pour nous dire ce que vous en pensez. Retrouvez-nous sur Spotify et YouTube. Et n'oubliez pas de jeter un œil dans la description où il y a un fichier PDF avec des exercices et une fiche résumée pour aller plus loin.